Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi, vous vous posez ces questions parfois? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je vous emmène faire parler vos sens grâce à l'artiste Béatrice Bissara. Oubliez tout ce que vous connaissez et laissez-vous aller. Entre deux giboulées de Mars, je parcours l'est de la région parisienne pour rejoindre le studio de l'artiste Béatrice Bissara. Au cœur d'une banlieue calme, Béatrice m'accueille souriante, une tasse de thé réconfortante à la main. Silhouette fluette et élancée, chevelure ondulante, Béatrice m'ouvre les portes de son atelier lumineux, enfoui dans un écrin de verdure. Béatrice Bissara se définit comme une artiste polysensorielle. Grâce à différentes techniques et supports, Béatrice convoque et stimule vos sens avec des œuvres lumineuses, mobiles et sonores. L'artiste Béatrice Bissara vous transporte dans un voyage intérieur pour vous reconnecter à votre nature et à la nature avec un grand N, au cœur de laquelle chaque humain devrait s'intégrer. L'artiste nous propose une œuvre polyphonique, hypnotique et holistique, provoquant sensations et émotions. Avec Béatrice, nous avons parlé de ses voyages, de son amour pour la nature et de sa nécessité de créer. Je vous laisse profiter de notre échange vivant et énergisant avec Béatrice Bissara. Très bonne écoute et à très vite sur Studio Visite. Bien, bonjour Béatrice. Bonjour Lorraine. Bienvenue sur Studio Visite. Je suis très contente d'être avec toi au sein de ton atelier, voilà, qui est rempli de tes œuvres. Donc là, je suis bien imbibée de ton atmosphère et ça va me permettre un peu de creuser tout ça. Et c'est pour ça que je suis contente de te recevoir sur le podcast. Merci d'être venue. Je commence toujours par demander à mes invités de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Eh bien, écoute, donc Béatrice Bissara, je suis artiste. Alors, j'aime bien me définir comme polysensorielle parce que je travaille avec différents matériaux, dont le son, le rythme, la matière, le mouvement, voilà. Et en fait, tous ces éléments sont vraiment très importants. La lumière également. Pour autant, j'ai différents types d'œuvres, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mon parcours, est-ce que ça comprend un peu le parcours? Eh bien, en fait, je suis venue à ce travail polysensoriel il y a quelques années parce que j'ai pas beaucoup d'expériences un peu particulières autour de la conscience et j'avais besoin en fait de creuser ces expériences au travers de l'art. Donc en fait, j'ai vraiment fait évoluer mon travail à ce moment-là. Il y a quelques années, je me suis beaucoup inspirée aussi des neurosciences, de tout ce que l'on connaît sur le cerveau. Et puis j'ai essayé vraiment de coller aux voyages et aux expériences que j'ai fait depuis maintenant 20 ans. Voilà. Oui, parce que j'ai vu que tu avais une formation d'historienne de l'art. Enfin, t'as fait des études. Ouais. Et aussi de sociologie. Enfin, du coup, il y a aussi un aspect humain que tu creuses de plus en plus et aussi par ton travail. Est-ce que ça a influencé un peu
Alors en fait, je dirais que j'ai fait des études de finance, management, sciences politiques et histoire de l'art. Sciences politiques, oui, j'avais vu. En réalité, j'aurais pu faire des études de psychologie parce que j'étais absolument passionnée de communication. Bon, je crois que on est multiples en soi. Après, il faut essayer de voir ce qui nous tient, nous fait vibrer complètement. Et effectivement, ce qui me faisait vibrer, c'était l'art. Et l'art me permet d'exprimer mes émotions, voilà, parce que ce que je vis à l'intérieur, c'est amplifié. Voilà, je suis quelqu'un, comme beaucoup d'artistes, qui vit les choses de manière amplifiée. Et c'est en fait une nécessité de les exprimer. Voilà. Donc, je ne suis pas je peux être rationnelle, mais en réalité, je préfère me laisser porter par d'autres dimensions. Et j'essaye de creuser ces dimensions-là, oui. Oui, d'ailleurs, t'as commencé un peu à nous le définir, mais j'allais un peu te demander ce que ça signifiait polysensoriel, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la signification. Est-ce que tu peux un peu développer en quoi ça consiste et ce que c'est? Oui, polysensoriel, ça veut dire travailler avec les sens. Donc, on a différents sens qui sont l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat. Et en fait, ils activent différentes zones du cerveau et ils nous permettent en réalité de rentrer dans différentes dimensions de notre être, d'exprimer différentes choses. Par exemple, l'odorat, c'est le premier cerveau. Et en fait, c'est le cerveau primitif. Et réellement, il va actionner quelque chose de très profond en nous. Donc en fait, un inconscient ou des zones qu'on peut sinon laisser à l'état de jachère. Et donc finalement dans mon travail, notamment dans les oscillations intérieures, je mêle ces différents sens. Et en fait, c'est la combinaison de tous ces sens qui permet d'activer quelque chose de particulier et aider par exemple à un lâcher-prise, puisque c'est un des objectifs que je poursuis dans ces œuvres, c'est permettre finalement au public, à celui qui regarde, de lâcher quelque chose en lui, qui le reconnecte à d'autres parties de lui finalement, qui le rendent plus vivant face à ses émotions, son inconscient, qui ouvre des portes. Voilà, qui ouvre des portes. Donc, la polysensorialité permet en fait d'actionner en même temps, différentes parties de l'être pour le faire vibrer. Ouais, sans doute le faire vibrer. Je pense, moi en tout cas, j'ai besoin des différents sens pour vibrer vraiment. Et en fait, c'est comme ça que j'y suis venue. C'est aussi parce que les voyages que je fais, qui sont donc des voyages un peu, de vision, sortie de corps, etc. Ces voyages-là, j'ai analysé en fait ce qui se passait. Et je me suis vraiment rendu compte que tous les sens étaient en émoi. Il y avait une surstimulation sensorielle. Et ça m'a paru évident que je devais transcrire ça dans l'art. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces voyages ou... En fait, j'ai toujours été attirée par le monde invisible, c'est-à-dire ressenti qu'il y avait autre chose que simplement la pure matérialité qui est autour de nous. Ça, c'est vraiment depuis l'enfance. Okay. Et en fait, c'est sans doute parce que j'ai beaucoup cherché que finalement ça m'est arrivé. C'est maintenant la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Mais longtemps après, finalement, en fait, j'ai commencé à en faire autour de 25 ans. Okay. Voilà. Et c'est arrivé un peu du jour au lendemain quand même. Donc ça a été quand même la surprise. Et en fait, alors après, j'ai beaucoup voyagé entre 20 et 30, donc dans des pays vraiment à la manière routarde. Donc ça a éveillé mes sens. Et en fait, j'avais besoin de ces voyages. Ces voyages étaient vraiment une source d'ouverture qui me manquait en fait dans une vie trop urbaine où je ne savais pas ce qui me manquait. Vraiment, je ne savais pas. Et donc en fait, j'ai compris ce qui me manquait dans ces voyages-là, mais je n'ai pas su pour autant trouver les mots et dire j'ai besoin de vivre de cette manière-là. Parce que finalement, on vit dans un monde très normé. Oui. Et c'est très difficile d'y échapper parce qu'on a une famille, parce qu'on a un univers qui est déjà construit et qu'en fait, on a l'impression qu'on est un peu attaché. Et donc, ces voyages, c'est... en fait, dans ces voyages de sortie de corps, on vole. Enfin, on peut avoir cette sensation de voler, donc c'est un peu particulier. Et vraiment, on peut survoler des paysages. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je survole des paysages qui sont extrêmement
réel. Ok. Donc, en fait, on a le bruit du vent, on a la sensation physique qui vous prend, qui prend tout le corps, et on est complètement réveillé. Donc, c'est vraiment très particulier. Donc, voilà, il fallait finalement trouver un art, je dirais un peu total, à la 19e, un peu sur le modèle du 19e siècle. Oui, l'opéra de. Ah oui. Un petit trou de mémoire, mais où il y a eu cette recherche à un moment donné de Wagner, voilà, l'opéra wagnérien. Il y a cette recherche à un moment donné de l'art total. Alors là, différemment, effectivement, l'idée c'est d'impliquer différents sens pour aiguiser quelque chose en soi et rendre l'expérience plus totale. Et l'idée c'est aussi vraiment l'art expérientiel, en fait, plutôt qu'un art où on regarde, un art qui vous envahit, en fait. Oui, moi j'avais le mot holistique qui me venait. Oui, tout à fait. Okay. Oui. Il y a vraiment la dimension holistique, il y a la dimension de l'unité, il y a la dimension de retrouver finalement quelque chose de complet dans l'expérience que l'on vit. Dans nos vies, on vit quand même des expériences souvent hachées. L'idée là, c'est de rentrer plutôt dans une forme d'unité et voir ce que ça va agiter en soi, en fait. Et est-ce que tu penses que c'est cette recherche d'expérience, de recherche sensorielle qui fait que tu es devenue artiste ? Je pense que j'en ai tellement besoin que je ne peux pas faire autrement, effectivement. Okay. C'est-à-dire que sinon, j'ai l'impression que la vie est pauvre. Voilà, ça m'habite tellement que si je ne les exprime pas, je suis en manque. Et effectivement, dans d'autres métiers ou activités où ne m'auraient pas permis d'exprimer librement. Et exactement comme je le ressens, finalement, la totalité de ce besoin. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Hyper intéressant. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ta première rencontre avec l'art ? Voilà, ma première rencontre avec l'art, elle date parce que dans l'enfance, mon père était féru d'art ancien, donc on avait l'habitude d'aller tout le temps voir des expositions plutôt d'art ancien. À vrai dire, je connaissais pas grand-chose à l'art contemporain parce que c'était voilà son dada, plutôt avant le XVIIIe siècle, la Renaissance, l'art grec, l'art antique, l'art égyptien, parce que mon père est né en Égypte, donc il y a voilà toutes ces civilisations là et un art plutôt classique. Et franchement, des souvenirs pas les plus anciens parce que j'y étais bien avant. Mais l'Italie, j'avais 11-12 ans et tous les musées italiens, on se levait parfois à 6h du matin et puis parce que il fallait faire 1 heure de route pour gagner Florence ou pour gagner un petit village pour aller voir des fresques et qu'il peut faire très chaud en Italie, donc il fallait visiter toute la matinée. Et puis rentrer pour se baigner plutôt l'après-midi ou quelque chose comme ça. Donc oui. C'est des beaux souvenirs. Des très beaux souvenirs. Ouais. Et effectivement, l'art m'a toujours a toujours été très très important. La Renaissance, l'art italien de la Renaissance notamment, m'a absolument envahi d'émotions. Oui. Comment tu décrirais ton art à quelqu'un qui ne le connaît pas ? Eh bien, immersif et expérientiel pour ce que je veux exprimer, en tout cas, surtout par les oscillations, les dreambox, les livres murmures, mais même la peinture. L'idée, c'est vraiment de s'y plonger parce qu'on n'est pas dans la reconnaissance de forme. Donc, en fait, on rentre dedans et l'idée, c'est de s'immerger, oui. Immersif et expérientiel, c'est bien, ce sont les mots. Et polysensoriel, oui, tant qu'il est compris. Ouais. J'aime bien un peu savoir les étapes, le processus créatif, parce qu'au début, il y a rien. Il ne se passe, il y a peut-être une émotion ou quelque chose, justement, tu vas me dire. Et finalement, après, il y a une œuvre, une matérialité qui
qui se fait. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer les différentes étapes de ton processus créatif du rien à finalement cette œuvre-là? Alors, ça dépend. On va partir de quelque chose de précis. Oui. Par exemple, cette série qui s'appelle, c'est une série Noésis. C'est une série de peinture que je fais en ce moment. Ouais. Je n'ai pas terminé. Donc c'est très vert, c'est très bleu. En réalité, ça a vraiment trait à une expérience que j'ai vécue l'été dernier dans la forêt de Brocéliande, où je suis partie 4 jours en quête de vision avec deux chamans et 3 autres personnes. Chacun était séparé, donc on a vécu chacun seul dans la forêt. Donc c'était vraiment une expérience personnelle forte. Et un peu et impactante. Et puis cette forêt, elle est chargée d'histoire. Oui, elle est très chargée. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'exprimer dans une série, voilà, quelque chose lié à cette expérience. Et donc en fait, on est un peu comme si on était soit au sol en train de regarder le ciel, soit dans le ciel en train de regarder le sol où on perçoit la forêt. Oui. Donc on est comme ça dans des verts variés, on est dans des bleus aussi qui mélangeait. On est donc soit au-dessus, soit en dessous, et on a une vision un peu panoramique, mais pas transversale. Et c'est un peu ce que je souhaite exprimer dans cette série, où les formes ne sont pas reconnaissables, mais voilà, on est envahi par cette forêt. Voilà. Oui, après, quand tu m'en parles, tu me dis que ça vient d'une forêt. J'arrive à imaginer un peu la vue que tu nous donnes, un peu vue du ciel. Enfin, moi, j'ai plus, quand je regarde, peut-être c'est là, pour un peu décrire aux auditeurs et aux auditrices, c'est vrai qu'on a l'impression, quand tu nous dis que c'est une forêt un peu... Moi, j'ai plus une vision vue du ciel, quoique celle-là plutôt vue du sol, du coup. Et il y a voilà toute une nuance de vert, de bleu. Ouais, il y a celle-là aussi. Celle-là, je dirais plus vue du sol, mais ça c'est ma propre interprétation, hein, c'est subjectif. Mais oui, on voit quand même un peu ce que t'as vu, enfin ce que tu nous retranscris. Mais et en fait, c'est pas forcément tant ce que je vois, mais c'est surtout ce que je ressens. C'est-à-dire en fait, l'idée c'est de faire passer le ressenti de l'immersion totale. Parce qu'en fait, quand on dort et qu'on vit sans bouger au même endroit dans la forêt, il se passe vraiment énormément de choses. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais vécu 2 mois dans la forêt. Non, mais effectivement, ça reste en 4 jours une expérience de l'été qui est très forte par rapport aux autres expériences que j'ai eues pendant le reste de l'été. Et donc, c'est cette immersion qui doit être vécue, ce trop-plein finalement presque de végétation, où il se passe beaucoup de choses. Donc il y a aussi des formes, il y a des épaisseurs, il y a cette griffure dans la matière. Voilà, j'aime bien qu'il y ait de la matière parce que rien n'est lisse, et en fait moi j'en ai besoin. Finalement, je suis sculpteur. Je suis profondément je suis profondément sculpteur. Voilà, c'est-à-dire que même dans la peinture, finalement, j'aime cette matière, j'en ai vraiment besoin. Voilà, cette épaisseur, donc, qui est faite de matière granulaire organique, mélangée à la peinture. Donc, tu pars quand même d'une expérience émotionnelle ou spirituelle ou visuelle. Ou alors une thématique. Ou une thématique qui me tient à cœur. Par exemple, là, je suis en train de faire une installation, sur l'arbre. Alors, je vais pas donner son titre ni les éléments parce que, c'est en construction et que c'est destiné, peut-être à plusieurs endroits. Mais c'est vraiment une thématique sur l'arbre qui me tenait vraiment à cœur. Mais c'est pareil, c'est aussi lié à cette expérience. En fait, j'en avais l'idée avant, donc j'avais déjà commencé à y travailler. Et c'est pas pour rien que j'ai fait une expérience. Donc en fait, tout est lié. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une envie, un besoin, quelque chose de fort, parler d'une thématique. Il y a eu aussi tous ces feux de forêt dramatiques l'été dernier, vraiment qui nous alertent sur l'état des forêts dans le monde. C'est absolument dramatique ce qui se passe. Ça fait peur, ça nous secoue. Oui, donc c'est un concentré un peu d'expérience ou de choses que tu vois
qui te fait ressortir une thématique et après comment tu travailles pour choisir le médium par exemple, choisir les couleurs, choisir la matière. Voilà, je veux bien que tu me décrives un peu ces étapes-là. En fait, pour moi, tous les types de pièces vont ensemble. Donc en fait, à un moment donné, autant que possible, je vais les réunir. Les livres mur mur, ils accompagnent parfaitement les installations qui sont en mouvement, qui tournent. Et en fait, pas très loin, il peut parfaitement y avoir des peintures sur le même sujet. Moi, je ne sépare pas. En réalité, chaque médium apporte un élément supplémentaire qui permet de voir un peu différemment. Et comme la vie, ce ne sont que des regards qu'on jette, on s'oriente, on a une orientation du regard, on jette un regard, et en fait, quand on le complète par d'autres regards, on a une vision un peu plus, peut-être, panoramique de ce qui se passe. Ok, donc on revient un peu à cet art total aussi. Oui. Ouais. En réalité, si j'utilise différents médiums, c'est parce que un ne m'apporte pas exactement non plus tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand je fais des oscillations, le son, je vais le travailler avec un musicien. Séparément, je vais travailler sur logiciel pour créer les formes. Je travaille avec des photographies que je transforme et ensuite ça va être transféré dans l'œuvre. Là, en fait, les gravures, toutes ces gravures-là sont au départ une photographie. Donc en fait, c'est un petit peu la symbolique ou le sens de la photographie qui est mis dans l'œuvre. Mais comment tu choisis en fonction de ta thématique qui est venue à toi si c'est une oscillation? Donc je décris un peu ce que c'est une oscillation. C'est tu me corriges. Des œuvres en mouvement. Voilà, des œuvres en mouvement, souvent accompagnées d'une musique, d'un son. Toujours. Ouais, son, mouvement, lumière. Et en fait, c'est un cycle de 20 minutes. Qui se remet en route ensuite automatiquement après 1 minute et en fait qui transforme un petit peu l'expérience sensorielle là, justement, complètement sensorielle. Pour finalement des œuvres un peu de reconnexion à soi qui transforment quelque chose. Voilà, l'idée c'est de transformer l'expérience. Donc en fait ça dépend si je dois exposer quelque part. Par exemple, là, on a exposé avec le studio Artera à la Maddalena dans le 3e arrondissement. Effectivement, c'est une oscillation qu'il fallait. Donc, voilà, j'ai une thématique, je la mets en œuvre. En réalité, c'est les projets aussi qui permettent ça. Quand j'ai fait la Nuit Blanche 2018 avec l'installation d'Hervige Tourneur ou Écologie de la conscience, c'était une grande installation que je voulais parce que le lieu s'y prêtait, parce que c'était la Nuit Blanche, parce que voilà, je voulais que ce soit une expérience forte et collective. Donc en fait, je pense que c'est surtout par rapport au projet. Là, qui appelle le médium. Tout à fait. Là, en septembre prochain, quand je vais faire une exposition dans un château où j'aurai 200 mètres carrés, justement, il y aura un mélange de différents médiums. Il y aura et des oscillations, et des peintures, et des livres, et des dreambox, et des sons qui vont se répondre. Et en fait, il y aura toute une articulation entre les différentes pièces. Comme un chemin initiatique. Oui, et finalement, vu que chaque œuvre un peu se complète ou se répond, peu importe, mais vu qu'elles vont s'apporter des choses sur cette même thématique ou ce même message, en fait, finalement, parfois tu utilises ce médium, mais tu vas pouvoir utiliser un autre pour arriver quand même à cette même... Complètement, en réalité, voilà, tu vois, pour la série Noésis, effectivement, elle est en peinture, on en voit derrière, mais l'installation d'oscillation va venir. Voilà, c'est ça. Donc finalement, après, ça va recréer ce cercle vertueux. Exactement. En fait, à peu près pour toutes les thématiques, c'est pas compliqué. Il y aura dans différents médiums les pièces. Les pièces existeront dans différents médiums, pardon. Alors, est-ce que tu peux, pour un type de médium, parce que c'est vrai que tu travailles sur différentes choses, donc si on peut un peu résumer, pardon, il y a ces oscillations-là qu'on a décrites, voilà, ces œuvres mobiles, accompagnées de musique, qui font vraiment un peu, moi c'est la sensation que j'ai, un peu... nous renvoyer un peu vers notre intérieur, un peu méditatif, mais à la fois aussi qui nous bouscule aussi
parce que il y a cette rotation, donc c'est souvent des œuvres qui sont rondes, qui nous hypnotisent un peu, voilà. Après, tu travailles donc des toiles, de la peinture, où voilà, c'est pas figuratif, on reconnaît pas forcément les formes, il y a pas mal de matière, et il y a ces petites incisions dans la peinture que tu fais, où justement on ressent la matière, et qui a un effet aussi sur la couleur. Il y a les livres murmures, donc ça, je veux bien que tu me dises, que tu dises un peu aux auditeurs et aux auditrices que c'est, et tu me diras s'il y a des choses que je manque pour compléter. Ouais, il y a les Dreambox qui sont derrière. Ah voilà, c'est ça. Je te l'allumerai. Ouais, tu me l'allumeras. Exactement. Oui, alors effectivement, c'est tout à fait juste, il y a ces différentes pièces. Donc, tu voulais que je te parle un petit peu des plus livres murmures. L'idée des livres murmures, c'est la pensée obsolète. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire, tu vois, je me limite pas. C'est-à-dire, j'avais cette obsession-là, et je me suis dit, il faut juste que je la transforme maintenant en œuvre, parce que j'en ai besoin. J'adore les livres, donc j'en ai partout, des bibliothèques partout. J'ai pas le temps de lire tous les livres que j'achète, évidemment, malheureusement. Et en fait, là, l'idée, c'était de découper les livres pour parler de cette pensée parfois intellectuelle et mentale qui ne passe pas les siècles. Voilà, on a, c'est comme ça. On a des auteurs qui sont qui vont s'exprimer dans une période et vont vraiment devenir totalement caduques la période d'après. Je trouve que c'est très intéressant, ça. Contrairement à la nature qui, elle, se régénère en permanence, et en fait, elle est dans une intelligence permanente. Voilà, c'est un peu la comparaison que je veux faire. Et comme on est dans un monde où justement on a un peu perdu le sens de la nature profonde de ce que l'on est, et donc le sens de notre relation profonde à la nature, que l'on a cherché tellement à apprivoiser, à dompter, au lieu de vivre avec elle en symbiose, puisque nous-mêmes nous sommes nature, enfin nous avons les 5 éléments en nous. Donc en réalité, voilà, nous sommes cette matière-là. Je fais pousser je fais pas pousser, mais je colle naturellement finalement de la mousse dessus, et la mousse, c'est un élément qui sommeille. Ça ne meurt jamais. Et j'aime bien cette idée-là, que la nature, en fait, il y a une forme de permanence, elle va durer. Puis il y a un cycle comme ça, c'est-à-dire que le livre, la mousse pousse sur du bois, le livre est fait de bois, et finalement, la mousse finit par envahir le livre, qui lui-même est découpé, donc qui a perdu finalement sa fonction première, qui était de transmettre une pensée. Et en fait, il y a un son, quand on s'approche du livre, voilà, le livre parle, ou murmure plutôt, et voilà, il y a des respirations, il y a des sons d'oiseaux, de forêt, parfois de l'eau, parfois des poèmes, des emprunts que je fais, ou des textes que j'écris. Et en fait, j'adore cette idée de surprise, où on arrive à côté, il n'y a pas de fil, donc on ne voit pas que effectivement à un moment donné il va se mettre à parler. Enfin, vraiment, j'adore cette idée. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends quelque chose, il faut s'approcher un peu plus près, et puis tendre l'oreille. Voilà, l'idée de tendre l'oreille, dire, j'ai bien entendu quelque chose, je me suis pas trompée. J'aime bien ça. Voilà. Encore une expérience sensorielle, quoi. Vraiment les sens, la vue, l'ouïe, un peu tout ça. Et puis on a envie de toucher aussi la mousse, parce que voilà, pour décrire un peu aux auditeurs, aux auditrices, vu que la mousse est collée sur les livres. Puis je sais pas moi, la mousse, il y a un aspect, on a envie de toucher, c'est un peu mou, c'est agréable. Doux. C'est doux, c'est mou, c'est voilà, on a envie d'un peu de toucher. Donc ça appelle, bon, après les œuvres, tout le monde les tripote pas toute la journée, mais c'est vrai qu'on a quand même envie d'y aller. Enfin, moi j'ai envie un peu de poser ma main, d'appuyer. Ouais. Voilà, voir limite s'il n'y a pas un peu d'eau qui sort. Enfin, moi j'ai un peu cette expérience. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ça. Et c'est fragile. C'est-à-dire qu'il y a ce côté fragile, parce qu'effectivement, si on touchait vraiment, on risque d'arracher une petite. C'est normal.
Et en fait, j'aime bien cette idée de fragilité. Voilà. Moi qui ai fait beaucoup de bronze, j'adore cette idée d'une œuvre qui, il faut en prendre soin. Et l'idée de ce son qui sort comme ça, vraiment en murmurant, c'est aussi prendre le temps de se poser. Voilà, si on est dans la forêt, moi je vois bien entre les balades que je peux faire dans la forêt et puis la quête de vision où je n'ai pas bougé de l'endroit où j'étais, en fait il se passe pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quand on est posé, on fait partie de la forêt et donc il se passe la vie de la forêt que sinon on n'a aucune chance d'entendre. Quand on est en balade, on n'entend rien. D'ailleurs j'y suis retournée après et effectivement, même visuellement, les mêmes endroits que j'avais vus, posés pendant des jours, c'était pas les mêmes. En fait, je n'ai pas retrouvé les sensations. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est bien l'expérience, à un moment donné, de se poser, d'attendre, de scruter, d'écouter, d'être à l'écoute. Voilà. Comme on est une société toujours en mouvement, on ne se pose jamais. Voilà, l'écoute, elle n'est pas toujours là. Maintenant, on a des applications pour se poser. Exactement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et donc l'idée, c'est cette approche et ce murmure et en fait accepter de prendre le temps qu'à un moment donné, un son va sortir. Parce que les sons, ils sont pas forcément permanents. Parfois, il y a une pause. Donc, il faut être un peu patient. Voilà. Et du coup, les box, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le travail que tu fais dessus ? Oui, alors les Dreambox, c'est un peu des boîtes, comme son nom l'indique, des boîtes à rêves. L'idée d'une boîte fermée, c'est un peu l'image du cerveau déjà. On peut pas l'ouvrir, voilà. Entre le conscient et l'inconscient, il y a des portes, mais de toutes les façons, le cerveau en lui-même, on peut pas l'ouvrir. Et je travaille beaucoup avec la fractale ou des formes géométriques pures, comme dans les oscillations. Tu peux dire ce que c'est la fractale ? La fractale, c'est une forme mathématique en fait qui se décline, en fait, qui est contenue, toujours la même, qui est contenue dans l'autre. Oui. Donc, et en fait, la nature est faite de fractales aussi. Enfin, c'est cette forme mathématique, comme les solides de Platon, sont vraiment à la base de beaucoup de choses dans la nature. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Donc, par exemple, plein de cercles dans des cercles. Exactement, là en l'occurrence, mais exemple, tout à fait. Mais qui sont l'espacement est particulier. Et mathématique en soi. Il est mathématique, voilà. Voilà, sur le modèle de la suite de Fibonacci, où vraiment mathématique. Et à l'intérieur, en fait, j'y mets toutes sortes de choses. Donc il y a en l'occurrence, il y a des choses en épaisseur, il y a de la peinture, il y a de la lumière, et elle est pulsatile. C'est toujours l'idée du cœur qui bat ou de la respiration. Ça, c'est assez permanent dans mon travail. Finalement, la rythmique, mais dans les peintures, c'est avec les incisions. Dans les oscillations, il y a la pulsation aussi lumineuse. Et puis, il y a la rythmique. Donc, c'est une question de rythme. Et finalement, le rythme, c'est le vivant. Donc, voilà, tout se tient comme ça. Et donc, comme on a des cercles concentriques, en fait, il y a comme un œil qui bat, comme un cœur qui bat, ou un œil central. Et il y a cette idée de conversation. En fait, on est face à quelque chose qui est en mouvement. Finalement, ça nous ramène à nous. Et à nos sens et à nos ressentis, quoi. Exactement, ouais. C'est super intéressant. Mais du coup, t'as plein de techniques différentes, quoi. À chaque fois, que ce soit la peinture, la sculpture, le son, un peu de... Enfin, il y a plein de techniques différentes, ça, c'est impressionnant. Tu te formes toute seule, tu touches à tout, tu fais des tests, comment ça se passe dans ton laboratoire? D'abord, exactement, tu as raison, il a fallu que je mette au point tout ça. Ouais, voilà, parce que départ, là, du coup, il y a un rendu parce qu'en fait, finalement, tu crées... tu sais, un peu à l'image de Victor Hugo, une cathédrale. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de pierres qui se répondent pour créer cette... Ma cathédrale intérieure. Oui, c'est ça, de sens, cette cathédrale de sens, où finalement chaque pièce est une pierre ou un ornement pour créer cette cathédrale artistique de sens que tu nous transmets et qu'on peut admirer. Mais bon, faut un savoir-faire, tu vois, pour faire cette cathédrale. J'imagine que tu testes plein de trucs, plein de techniques. Comment ça se passe? Alors, effectivement, chaque type de pièce que j'ai mis en place, en fait, encore une fois,
procéder d'un vrai besoin, donc j'ai essayé de trouver les outils, et en fait effectivement au départ il y a pas mal de tests qui n'ont pas réussi, et j'ai dû améliorer, et je me suis dit comment je vais faire ça, et pour le rendu, est-ce que ça donne quelque chose, donc en fait la matière me fait pas peur. Okay. Dans le processus du bronze que j'ai quand même fait pendant 15 ans et que je veux continuer, c'est-à-dire je reprendrai à un moment donné en rapport avec toute cette réflexion autour de la conscience du vivant. Dans le fait de faire un bronze, il y a 10 étapes. Voilà, au départ, il faut faire une structure en fer soudé si on veut faire des grandes pièces. Ensuite, parfois, il y a 300 kilos d'argile. Ensuite, on fait un moule. Donc, j'ai appris à faire les moules, même si j'ai pas toujours fait les moules en l'occurrence. Mais voilà, c'est tout un apprentissage. Ensuite, on transforme ça en cire. On retouche. Donc, finalement, on apprend à manipuler la cire parce que c'est pas du tout la même chose que l'argile. Et au départ, on n'a pas forcément envie, mais on est bien obligé parce que en fait, comme on part de moule, eh bien, il y a forcément, il y a des coutures, il y a toutes sortes de choses. Donc, en fait, on est obligé. Donc, on est obligé en permanence d'accepter. C'est vraiment l'alchimie de la matière, la transformation de la matière. Donc, moi, ça me fait pas peur. Donc, je suis toujours prête et ouverte. Et en fait, j'ai besoin de cette confrontation. Mais c'est très difficile. C'est-à-dire que la matière, elle vous bloque, elle est là, elle est impitoyable. Et il faut arriver à enfoncer ce mur et transformer la matière. C'est parfois je me dis, je sais pas, je vais peut-être pas y arriver. J'arrive pas à obtenir le résultat que je veux. Voilà, donc en fait c'est un combat. Peut-être que j'ai besoin de ce combat, mais c'est vrai que l'artiste est confronté à la matière et c'est compliqué. Oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est impressionnant parce que là tu touches à beaucoup de matière, donc en plus tu te facilites pas la tâche entre guillemets, parce que parfois quand on en connaît une bien, on l'apprivoise un peu, même si elle peut être capricieuse cette matière, mais on l'apprivoise plus. Et là, vu que tu touches à plusieurs, tu vois, en soi c'est un... Je les apprivoise toutes. Ouais, c'est-à-dire finalement. que ce que je mets en place, je l'apprivoise. Oui, heureusement. Finalement. Heureusement. Ouais. Et en fait, si tu veux, ça vient aussi du fait que quand j'ai mis en place des oscillations, vraiment, il me manquait d'avoir les mains dans la matière. Donc en fait, c'était pas pensable de ne faire que ça. En réalité, moi, pour mon expérience à moi, elle doit être totale aussi. Évidemment. Et donc en fait, j'ai besoin d'avoir les mains dans la matière. Donc la peinture, c'était une évidence, comme j'avais les mains dans l'argile à un moment donné. Voilà. En réalité, voilà, chaque type d'œuvre m'apporte quelque chose qui complète l'expérience. Ouais. Et quand on regarde ton travail, on saisit quand même que ce qui t'inspire beaucoup, c'est la nature, l'environnement. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette source d'inspiration et aussi comment elle s'enrichit à chaque fois? Je pense que ça, c'est vraiment lié à un parcours de vie, de ressenti depuis toujours. D'abord, on a une maison dans le Midi où on a beaucoup été l'été, qui est un peu au milieu de nulle part. Donc, voilà, des nuits à la belle étoile, les pieds dans la nature tout le temps. Et en fait, c'était un vrai contraste avec la vie urbaine. Et en fait, une vraie découverte de bien-être par rapport au fait de vivre dans des villes et d'être dans le béton, même si on est entouré de belles choses et même si on a des musées. Après, ça a été ces années de découverte en allant dans toutes sortes de pays, découvrir vraiment des peuples, Mali, le pays d'Ogon, la Birmanie, tout ça, c'est des voyages à pied, marcher des heures dans la nature. Et en fait, ce ressenti de nécessité et de bien-être. Je pense que on a vraiment perdu le fil de notre relation à la nature. En fait, quand on commence à prendre le chemin de le retrouver, c'est tellement positif. On ne peut pas faire chemin arrière. Je crois que c'est surtout ça. Donc après, on le fait ou on le fait pas, parce que la nature fait peur aussi. La nature, finalement, la forêt fait peur. Pourquoi j'ai fait cette expérience? C'est aussi pour braver cette peur que j'avais des forêts noires.
être la nuit dans la forêt, bon, moi, c'est pas mon rêve. Hein. Sincèrement, c'est pas du tout l'expérience que j'ai envie de vivre. Donc, je me suis pas forcée, parce que j'ai vraiment vu que je devais faire ça. Mais effectivement, c'est pas une expérience qui est d'une évidence totale pour moi. Moi, je sais pas si j'aurais le courage, en vrai. Voilà. mais l'idée, c'est la confrontation à soi. C'est essayer d'aller plus loin. Donc, dans la nature, en fait, on se confronte à quelque chose de particulier. Et aussi se remettre au sein de cette nature-là qui, normalement, on devrait être intégré entièrement plutôt que de souhaiter la dominer, parce que globalement, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait encore. Et du coup, de se réintégrer, parce qu'en vrai, dormir dans la forêt, dans le noir, ça devrait être... Enfin, finalement, on vient de cette nature-là, donc ça devrait pas être quelque chose qui nous rebute autant. Enfin, complètement. Ou nous fait aussi peur, ou peu importe le sentiment que ça peut faire ressortir, mais finalement, tu te remets, tu te réintègres. Finalement, voilà, je pense que c'est un processus juste naturel. En réalité, oui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer la nature, à la protéger. Dans le monde des chamans, par exemple, quand on veut cueillir un élément de la nature, on demande l'autorisation. Rien que ce geste-là est magnifique. Plutôt que de s'approprier quelque chose et de dire c'est à moi, j'y ai droit, ou en tout cas je peux utiliser comme je veux tout ce qui m'entoure. Oui. Mais en fait, même si on le cueille en finale, cette relation d'autorisation et de se dire en fait il y a un monde là devant moi qui existe à part entière, et en fait je dois juste dialoguer avec ce monde-là. Mais ça c'est magnifique. Et en fait c'est sans doute tout ce qu'il faut retrouver, ce chemin-là aujourd'hui. Et en tout cas, moi ça procède pas d'une pensée intellectuelle au départ, ça procède d'un besoin. Donc, je me rends compte à quel point ça me nourrit. Donc en fait, quand on est nourri par quelque chose, effectivement, on s'en rapproche plutôt que de s'en éloigner. Et puis, je constate quand même que la société va pas forcément mieux en étant tout le temps connecté à son téléphone, en étant tout le temps sur un ordinateur. On parle d'une santé mentale qui est quand même vacillante. Oui. Voilà, le nombre de gens qui prennent des antidépresseurs, des médicaments. Est-ce que c'est normal tout ça ? Est-ce qu'on va se satisfaire de ça ? Moi personnellement, je trouve que c'est pas possible. Donc voilà. D'ailleurs, on dit maintenant, il y a dans certains hôpitaux. Alors surtout au Canada, mais en France ça va venir, mais on dit voilà, on vous prescrit d'aller faire des balades en forêt. C'est intéressant, ou d'aller voir de l'art d'ailleurs. On prescrit aussi des visites au musée, hein, donc tout est possible. Mais, finalement, au travers de tes œuvres, tu nous réintègres dans cette nature-là, tu nous invites à la reconsidérer, à la respecter, à la regarder aussi d'une manière ou d'une autre. À s'écouter soi et reconsidérer sa propre nature, et au-delà de sa propre nature, c'est tout ce qui nous entoure, puisqu'on est en dialogue avec elle, et c'est l'ordre normal des choses en fait. Et qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde tes œuvres ? Alors après, justement, il faut pas vouloir pour l'autre. Donc sincèrement, je pense que tous les avis sont possibles, et tant mieux. Et puis il y en a qui vont aimer, plus aimer, moins aimer, ressentir l'immersion. Parfois c'est un trop plein de choses. Voilà, le mouvement, ça peut étonner. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'expérience qu'on va en faire, et finalement les questions qu'on va se poser, ce qui va ressortir. Voilà, est-ce qu'on va reconnecter avec quelque chose ? Est-ce que tout d'un coup on a un souvenir qui va apparaître ? Est-ce qu'on va se revoir il y a 20 ans ? Est-ce que on va se connecter avec son père qui est mort, j'en sais rien, ou un grand-parent. Et voilà, qu'est-ce que ça va provoquer ? Ce petit quelque chose là, je trouvais très intéressant, parce qu'en fait, il faut renouer avec toutes les parties de nous, et c'est pas toujours facile. Et finalement, prendre la plénitude de ce que l'on est, c'est accepter, notre histoire dans sa globalité, et trouver des occasions de dialoguer avec elle, oui. Super intéressant. Et
Pour toi, c'est quoi le pouvoir de l'art ? Alors, le pouvoir de l'art est immense. Le pouvoir de l'art est immense parce que on voit bien, on est des sociétés où on a l'impression que, moi c'est mon sentiment en tous les cas, on nous robotise un peu. Je le vois bien, même à l'école, le formatage des enfants, c'est bien la méthode, hein, mais à un moment donné, trop de méthodes tuent l'expression, la créativité et la possibilité à l'être d'exprimer réellement une forme de sensibilité, et on n'est pas des clones, donc effectivement on n'avance pas à la même vitesse, non, on ne fera pas les choses de la même manière, on a une maturité plus ou moins grande, etc. Donc en fait c'est très très dangereux de vouloir absolument tout normaliser et tout normer, et en fait l'art est cette soupape qui permet à celui qui fait finalement d'exprimer sa particularité, sa sensibilité personnelle, et qui peut être très éloignée de ce que il a pu apprendre même dans sa propre famille ou de voilà, donc c'est vraiment une forme extraordinaire d'expression, et pour celui qui regarde, connecté avec quelque chose qu'il a peut-être mis de côté parce que justement on est dans un formatage délibéré, ou peut-être parce que tout est compliqué, parce qu'on est trop nombreux, ou parce que je ne sais pas, mais en tout cas peut-être renouer avec quelque chose qui lui dit, qui l'appelle. Et que explorer son intériorité. Explorer son intériorité, et voilà, un appel à chercher sa particularité. Parce que le danger, c'est effectivement de se normer à ce qu'attendent les autres. C'est le plus simple et c'est surtout le plus courant. Plutôt que d'aller chercher effectivement une particularité qui fait de nous des êtres exceptionnels, et chaque être est exceptionnel. Mais il faut trouver cette essence-là et la faire vibrer. Et c'est pas toujours facile. Ouais. Je suis d'accord. J'aime bien finir un peu le podcast avec des questions un peu rigolotes. Et aussi sur tes habitudes et tout. Déjà, est-ce que tu travailles plutôt le matin, le soir ? Comment ça se découpe ? Alors, la remise en question du planning ou du mode de travail est assez régulière, parce que j'avais mis des jours où je prends pas de coup de fil, pas de rendez-vous, etc. parce que justement j'ai besoin de me plonger dans les œuvres, et puis comme je vois que c'est compliqué finalement, aujourd'hui je commence plutôt par mon travail artistique, la production, et en fonction du type d'œuvre où parfois je peux pas du tout arrêter en cours de route parce que sinon elle serait, voilà, il y a des moments où clés, eh bien je poursuis ensuite avec des choses, téléphone, des rendez-vous s'il y en a, de l'organisation, des dossiers à envoyer, voilà, administratif, toutes sortes, voilà, et puis les prochaines expos, les projets qui se mettent en place, donc voilà. Okay. Il faut en tout cas, moi pour la production, j'ai vraiment besoin d'avoir des heures entières sans rien. Donc tu commences plutôt par ça, genre le matin, etc. et après. Disons que j'ai fait l'inverse. Et quand je fais l'inverse, effectivement, à un moment donné, les dossiers, les coups de fil, etc. prennent le pas dessus. Oui. Donc en fait, c'est pas ta priorité. Enfin, toi, tu veux... c'est pas la priorité, parce que justement, on construit plein de projets. Voilà, il y a la mise en place pour les mois à venir de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que tout ça s'organise. Donc non, en fait, on y a vraiment besoin de ce temps-là. Oui, aussi. Mais le problème, c'est qu'il peut prendre le pas. Donc aujourd'hui, je privilégie plutôt d'abord la production. Et je prends des rendez-vous plutôt en fin de journée, quand je dois aller à Paris, etc. Ou des coups de fil, ou des zooms. Parce que maintenant, on mange beaucoup par zoom, c'est pas mal aussi. Ouais, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps de transport, ouais. Et tu travailles plutôt en musique, c'est le silence complet, comment ça se passe ? Alors, moi qui adore la musique dans les œuvres, qui adore les murmures, etc., en fait, j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à accepter le silence total. C'est-à-dire que le silence fait peur. Le silence, il peut, interpeller. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour comprendre pourquoi ce silence pouvait me gêner,
Et aujourd'hui, j'aime beaucoup le silence. Ok. Le silence est très intéressant. Donc, au contraire, souvent je travaille en silence. Oui, et après, je peux écouter aussi des personnes qui parlent de sujets qui sont très profonds et qui effectivement peuvent nourrir ce que je suis en train de faire. C'est possible. Ouais. Et c'est qui un peu tes premiers spectateurs ou premières spectatrices? De toute façon, c'est notre entourage déjà. Après, en fait, notre entourage ne comprend pas forcément tout ce que l'on fait parce qu'ils vous connaissent sous un autre angle. Donc ça, c'est assez intéressant. Et finalement, c'est aussi les amitiés que j'ai nourries parce qu'on se ressemble, parce qu'on comprend la même chose, parce qu'on a la même vision de la vie, qui sont au départ les premiers finalement spectateurs. Okay. Et ensuite, la famille, on arrive à les faire rentrer dedans, mais il faut plus de temps, parce qu'effectivement, ils comprennent pas forcément tout de suite quand ça paraît éloigné de ce qu'ils croient connaître de vous. Voilà, je dirais que c'est plutôt les amitiés qu'on nourrit parce qu'on se ressemble. Ok. On va finir par des petites questions rapides. Si tu pouvais acheter une œuvre, quelle œuvre achèterais-tu? Tu as un budget illimité, tu es riche. Écoute, je me suis pas posé cette question, donc c'est vrai qu'y répondre comme ça est compliqué. En fait, j'ai pas besoin d'acheter. Je dirais franchement. Il y a quelques artistes qui me disent ça aussi. Je la laisserai aux yeux de tous. Ouais, non, sincèrement, moi je crée, donc mes œuvres elles sont destinées à être partout. Voilà, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Et moi, je peux sincèrement, je pourrais être dans un endroit où il y a peu de choses. Voilà, j'ai pas besoin. C'est pas ça qui va me nourrir. Même s'il y a plein d'artistes formidables et effectivement plein d'œuvres magnifiques à acquérir. Si tu pouvais dîner avec un artiste vivant ou mort qui te ferait un peu rêver, avec qui tu dînerais? Léonard de Vinci. C'est un peu loin, mais sincèrement, c'est quand même un être absolument fascinant et on aimerait bien retourner à la Renaissance. Comme ça fera pas de jaloux pour les artistes contemporains, parce qu'il y a aussi plein de formidables. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as un mantra? Mon mantra principal, c'est de réaffirmer, parce que c'est ce que je dis à mes enfants, de réaffirmer qu'on est unique. Il faut pas chercher à ressembler aux voisins. Donc voilà, tous les matins se dire, ma nature est unique et d'abord s'accepter, c'est une manière de s'accepter exactement comme on est, pas vouloir être différent, et au contraire de creuser cette nature-là qui nous a été donnée parce qu'on l'a pas choisie, en tout cas pas consciemment, et voilà, faire avec. Ce que tu aimes le plus dans ton métier d'artiste? Ce que j'aime le plus, c'est faire et être dans la matière, la transformer. Parfois, j'aurais envie de partir loin et de ne plus faire ça, parce que parfois c'est difficile en fait, tout simplement. Mais en réalité, je pourrais pas rester longtemps sans travailler la matière. Et par ailleurs, j'aime les rencontres, tout le temps nouvelles. J'aime ça. J'ai besoin de. Enfin, je trouve que les gens sont formidables. Il y a plein de gens extraordinaires à rencontrer, et donc ça, c'est exceptionnel. Aussi bien que ce soit dans le milieu, dans d'autres milieux, que ce soit des personnes qui aiment mon travail, mais voilà, être dans ce dialogue-là, que l'art soit à l'origine de ce dialogue avec d'autres personnes, oui. Ce que tu aimes le moins dans le métier, finalement que artiste, c'est travailler toute cette partie commerciale aussi, je dirais. Voilà, les réseaux sociaux, il faut communiquer, il faut. Et finalement, c'est pas la partie que que tu préfères. Je préfère.
on sait le faire. On va dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, mais c'est souvent compliqué de passer de l'un à l'autre. Donc c'est une gymnastique qui est pas forcément évidente. C'est vrai que j'aime l'art pour l'art. Il faut accepter tous les aspects. C'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Quand on travaille avec, je travaille avec un agent. Par exemple, Studio Artera, ça me permet de me décharger aussi de tous ces aspects-là. Et j'ai d'autres collaborations. Et là, je suis rentrée dans une expérience un peu différente, le Cercle de l'Art, qui est avec des tonnes d'artistes formidables. Et l'idée, c'est de créer son cercle, un nouveau cercle de collectionneurs, de présenter différemment son travail. Et en fait, cette entraide-là, sympathique, et très très enrichissante, permet aussi de rendre ce côté-là du travail qui n'est pas forcément ce que l'on préfère, finalement plus facile ou plus agréable. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu aurais fait ? Disons que je me suis posé pas mal la question. Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que si j'étais pas artiste, sincèrement, j'aimerais courir le monde, interroger des gens formidables, redécouvrir des traditions ancestrales, et finalement remettre à jour des pratiques ou des choses intéressantes qui peuvent être noyées par le conformisme de ce monde occidental. Voilà. Oui, je me nourrirais à travers le monde. Okay. Mais je compte le faire même en étant artiste. En fait, c'est tout à fait possible de le faire de manière momentanée ou pour un projet particulier. Super. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs, aux auditrices, ta future actu et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur ces fameux réseaux ou sur Internet ? Oui, les réseaux, c'est facile, Instagram, Béatrice Bissara. Facebook, j'utilise moins, LinkedIn, mais c'est toujours pareil avec le nom ou mon site. Sinon, l'actu, des projets en cours là qui devraient aboutir, voir le jour, mais je peux pas forcément en parler parce que ils sont en cours de transformation, soit avec des entreprises, hôtels. Voilà. Après une exposition plus importante, ce sera au mois d'octobre dans ce château, où il y aura finalement pas mal de mon travail, toutes les sortes de pièces qui vont se répondre, et le Cercle de l'Art là prochainement aussi, et puis cette installation que je termine et que je vais qui devrait voir le jour. Je peux pas encore dire où, mais qui devrait voir le jour autour de l'arbre. Ok, on va suivre tout ça sur ton site ou de toute façon moi sur Studio Visite je repartage aussi sur la page Instagram vos expos, vos actus, donc très bien, je te j'y manquerai pas. Ouais, voilà. Okay, et puis super. tout le monde peut aller suivre aussi sur les réseaux pour aller un peu vivre cette expérience parce que je pense que c'est vraiment ça que tu proposes. Merci. Merci pour tout, Béatrice, c'était super. Merci beaucoup, Lorraine, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de mettre des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire découvrir Studio Visite à vos amis et vos proches. Rendez-vous également sur Instagram pour retrouver toutes les notes et références. Vous pouvez aussi partager l'épisode à vos proches ou sur vos réseaux. Pensez bien à nous identifier. Je vous souhaite une journée pleine de beauté et à bientôt sur Studio Visite.